Donc, ah, je vais recommencer alors. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par introduire la session. Bienvenue à ce webcafé. Donc, c'est le deuxième d'un cycle de webinaires spécial sur le train qu'on vous propose à la télé dans le cadre de l'année européenne du rail. Donc, ces webcafés sont des webinaires qu'on organise chez ATD qui sont habituellement réservés aux membres du réseau et qu'on ouvre à tous spécialement pour l'occasion. Donc, pour le confort de tous, je vous rappelle de garder vos micros éteints le temps des interventions, de réagir et poser vos questions dans le chat. Et également, on pourra donc y répondre à la fin. Et on vous conseille également de mettre votre écran en affichage intervenant. Donc, c'est en haut à droite de votre écran dans les options. Comme ça, vous serez toujours sur l'intervenant principal, donc sur la galerie. Donc, ce webcafé, il sera enregistré, il sera disponible aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, ce deuxième webcafé spécial train est consacré à la thématique du train en montagne. Et c'est Guillaume Cromer qui va l'animer. Donc, Guillaume, je te passe la parole. Merci Juliette. On n'est pas beaucoup là, Juliette, Annelise. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le début de l'été. Hein, on est un peu… La qualité. La qualité. Là, voilà, les gens travaillent, préparent cette belle saison. Donc, je m'appelle Guillaume Cromer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis président de ce réseau Acteurs du tourisme durable. Et à côté de ça, je suis aussi consultant dans mon cabinet qui s'appelle ID Tourisme, basé à Grenoble. Et aujourd'hui, je suis en Vendée, en mission. Donc, loin de la montagne, mais néanmoins, ça va être quand même le sujet du jour. Donc, on va débattre de cette question donc, dans le cadre de l'année européenne du rail sur la question de la montagne, du train en montagne, du train pour venir en montagne. On va parler un peu de tout ça. J'ai 4 intervenants qui vont se présenter. Et ben, je vais commencer dans l'ordre de mon écran. Donc, Antoine de Pau. Qu'est-ce que Pau, Antoine? Merci Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis Antoine, le directeur de Pau Protector Winters France. Qu'est-ce donc que Pau? C'est une association qui vise à transformer la passion qu'on éprouve à l'occasion de la pratique des sports de pleine nature et de montagne plus particulièrement, à transformer cette passion-là en fait en porte d'entrée à l'engagement climatique. Et quand on regarde les choses plus spécifiquement en montagne, il apparaît très vite que la question de la mobilité, notamment en tant que pratiquant, mais on parlera d'autres catégories également, je pense, dans la discussion. Cette question de la mobilité, c'est notre impact majeur, le fameux 57% d'émissions carbone liées au transport du bilan carbone datant de 2010. Et nous, on a décidé de s'engager sur cette question-là et de faire de la mobilité le combat de notre association, en tout cas pour les prochaines années, à travers différentes actions, que ce soit de la création de contenu inspirant, de la facilitation avec essayer d'apporter des outils qui facilitent la recherche et la réservation de transports multimodaux, et également à travers une action plus politique, notamment comme on l'a pu le faire à l'occasion des régionales sur ces questions de mobilité, et plus spécifiquement en montagne. Parfait Antoine, on va reparler de tout ça. Forcément, on va parler de climat, c'est un vrai sujet. Et donc, qui dit climat, dit mobilité. Et ce sera un débat autour de cette question-là. Ensuite, j'ai Thomas Langlois au sein de Isère Attractivité. Donc, tu dois être à Grenoble, pendant que moi, je ne suis plus à la maison. C'est bien ça. Bonjour à tous. Donc, Thomas Langlois, je suis chargé de développement Isère Attractivité, qui est l'agence d'attractivité du département de l'Isère et qui s'occupe notamment de tout ce qui est développement touristique. Nous, on a mené en 2019, notamment avec Guillaume, une étude sur les mobilités touristiques. L'idée étant de développer d'autres formes de mobilité que le traditionnel voiture pour se rendre sur les lieux de pratique du tourisme. Et donc, dans toutes ces solutions, bien sûr, le train a toute sa place. Super, on parlera des résultats un peu de l'étude qu'on avait construite aussi avec vous, et après des enjeux aussi, peut-être station du futur, ou des éléments comme ça. On parlera un peu de tout le travail d'ingénierie et de réflexion que mène Isère Attractivité depuis quelques temps désormais. Ensuite, j'ai Eric Adamkiewicz, pour ceux qui… Qui es-tu, Eric?
Tu es connu comme le loup blanc sur les réseaux sociaux, mais que tout le monde ne te connaît pas. Non, il y a plein de monde qui ne me connaissent pas et c'est très bien. Parce que, en fait, ouais, j'ai vu. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur. Oui, et en fait, Tu peux faire un putsch sur. Voilà. Merci. Vous voyez, ça commence le sabotage. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse, mais j'interviens également à la faculté d'économie de Grenoble et à Sciences Po Grenoble sur les questions de développement touristique et de management du sport. Et accessoirement, donc, Guillaume m'a demandé d'évoquer aujourd'hui la question des ascenseurs valléens. Et j'ai la particularité d'être un des seuls en France à avoir eu dans mon périmètre professionnel un ascenseur valléen, puisque j'ai, comme directeur de l'Office de tourisme des Arcs pendant quelques années, j'ai à la fois dû gérer non pas l'ascenseur en lui-même directement, le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice, mais les problématiques de transformation de la gare de Bourg-Saint-Maurice et le lien avec le funiculaire, qui malheureusement est à l'arrêt pour cet été. Et nous évoquerons les différents projets qu'il y a en cours. Super, on parlera de tout ça parce que c'est assez central dans notre réflexion et surtout dans les actualités autour de ces ascenseurs valléens. Et enfin, j'ai Philippe Vella de Alpine Pearls. Je te laisse te présenter et te présenter un peu Alpine Pearls que peut-être tout le monde ne connaît pas. Ouais, merci beaucoup, ravi d'être là. Alors, je suis Philippe, je travaille pour Alpine Pearls depuis cette année et notre structure est une association autrichienne qui existe depuis 2006. On met en réseau des destinations touristiques dans les Alpes qui ont pour but de promouvoir un tourisme plus durable. Actuellement, il y a 19 destinations qui ont fait partie en Italie, en Suisse, en Autriche, Allemagne et Slovénie. Et nous, Alpine Pearls, nous sommes principalement une agence de communication. On communique les atouts, les offres de notre destination et on essaye de faire les liens entre eux, créer des synergies et créer des projets en commun. Et nous sommes intéressés par tous les aspects du tourisme durable, mais nous sommes on met l'accent principalement sur la mobilité douce. Et notre clientèle cible, c'est aussi des gens qui ne possèdent pas une voiture. Et on leur promet une expérience, un voyage 100% mobile sans la voiture privée. Voilà. Justement, donc voilà nos 4 intervenants et je vais rester un peu avec toi, Philippe, par rapport à cette question parce que moi, j'ai connu Alpine Pearls justement par cette spécialisation très forte sur la question de la mobilité sans voiture en disant que voilà, dans les stations Alpine Pearls en Europe, vous pouvez venir et vous avez un peu la promesse du fait que vous allez pouvoir faire plein de choses malgré le fait que vous n'avez pas votre voiture personnelle avec vous. Pour toi, quand on parle du sujet train plus montagne, ça a donc complètement du sens. C'est quoi les enjeux pour toi très forts autour de ça? C'est l'expérience du client? C'est d'autres sujets? C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est plutôt la intermodalité qui pose problème actuellement. Ça veut dire d'être dépendant de plusieurs modes de transport. Parce que sur le plan national, ça peut être déjà assez compliqué, mais quand on prend plusieurs modes de transport dans plusieurs pays, ça peut devenir très vite hyper compliqué parce que les matériels ne sont pas pareils, la signalisation n'est pas standardisée, les horaires mal coordonnés et les tarifs peuvent être très différents. Alors, c'est un peu ça. Et puis, déjà, pendant la planification, ce mode de transport ne sont pas unis dans une seule interface, une seule application, une seule site web qui donne la possibilité aux consommateurs de planifier mieux. Il y a certaines bonnes pratiques, par exemple en Tyrol du Sud, où on indique qu'on en arrive à la station de gare et puis on est amené gratuitement avec un navette jusqu'à la porte de l'hébergement. Mais comme vous avez dit, c'est sur tout le parcours clientèle qu'on doit améliorer l'expérience au niveau
sécurité, qualité, facilitation de l'utilisation. Et puis, c'est par exemple quand je prends le vélo pour me déplacer et je vais à la gare. Et les gares sont souvent très mal adaptées au vélo au niveau signalisation, capacité, aussi capacité dans le train. Et donc, mais ça, deuxièmement, c'est des, ouais. des sujets qu'on a. En plus, on a beaucoup parlé de ça sur le précédent Web Café, sur le dernier kilomètre, parce que c'était un vrai sujet autour de ça. Mais c'est aussi une réalité, au final, en montagne. Thomas, toi, de ton côté, avec l'étude qu'on avait travaillé ensemble, justement, sur un peu l'avenir de la mobilité touristique en Isère, l'Isère est quand même reconnu aussi pour son attractivité montagne. C'était quoi un peu les éléments et pour toi, l'enjeu justement train et montagne, qu'est-ce qui ressortait justement de cette étude-là par rapport à la fois les points forts, les possibilités, mais aussi les difficultés aujourd'hui à aller au bout de cette histoire? Alors d'abord sur l'étude, ça nous avait permis de voir que notre bassin de clientèle qui est essentiellement lyonnais et grenoblois, il faut savoir que dans ces métropoles, 50% des habitants dans les centres-villes ne sont pas motorisés et 30% dans les agglomérations. Donc déjà, pour répondre, ne serait-ce qu'à ces clientèles-là, pour qu'elles puissent accéder finalement à l'offre touristique, on a l'obligation aussi de développer d'autres offres. Ensuite, l'étude elle avait aussi permis de montrer que finalement, les gares, elles étaient les principales portes d'entrée de nos territoires. Aujourd'hui, nos touristes ont la possibilité d'arriver par exemple en gare de Grenoble, à charge ensuite à nous de trouver les solutions pour qu'ils puissent accéder à l'ensemble des territoires quand la montagne n'est pas desservie directement. Voilà, à peu près. Et après, sur les enjeux que ça avait montré, c'était surtout de meilleure communication finalement entre le secteur du tourisme et des transports. Ce sont quand même deux modes qui se parlent assez peu. On parle beaucoup des mobilités du quotidien. Les mobilités touristiques sont un peu à la marge. Et puis notre façon aussi de repenser la mobilité dans l'expérience touristique en intégrant dès le départ finalement la question du transport dans la conception de ces expériences. Et donc là aujourd'hui, dans notre approche, on a complètement changé et on est en train de travailler par exemple sur les liens à faire entre les gares et les sites touristiques par les itinéraires cyclables. C'est un exemple d'action qu'on est en train de mener. Mais donc, du coup, ces gares, elles vont constituer un point central pour nous dans l'offre de mobilité. Oui, tout à fait. Antoine, pour toi, forcément, avec Pau, j'imagine que l'un des enjeux, et c'est votre base de travail maintenant, c'est la question climat. Et donc, derrière, comme tu l'as dit, il y a plusieurs études. Il y avait déjà des études de bilan carbone de stations de montagne qui étaient sorties où on expliquait que la mobilité touristique représentait une part très importante du bilan d'émissions de gaz à effet de serre de ces stations. Et là, il y a un mois, il y a l'ADEME qui a sorti une nouvelle étude du bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme en France et qui montre que 77%, je crois, à mon souvenir, c'est le transport touristique. Donc, un sacré poids. Et comment tu vois l'enjeu, toi, aujourd'hui, justement c'est vraiment ce prisme-là qui, pour vous dire, bon, OK, ça, c'est vraiment l'enjeu majeur demain pour faire en sorte que la montagne devient plus bas carbone. C'est ça l'enjeu? En tout cas, c'est celui qu'on a choisi, nous, d'identifier dans nos stratégies pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que la question des émissions du transport, elle dépasse le simple giron du secteur du tourisme. On a, nous, publié quelques articles dans lesquels on apprenait qu'en fait, c'est un des seuls, si ce n'est le seul secteur dont les émissions carbone ont continué d'augmenter ces dernières années, alors que tous les autres secteurs en France diminuent. Donc, ça interroge en fait sur la place même des transports dans la société en général et pour notre secteur plus particulièrement, oui, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives qui pourront être prises et on peut penser plus spécifiquement à la montagne avec des enjeux d'isolation des bâtiments, de rénovation, ce genre de choses-là qui vont
contribuer à faire baisser les émissions de nos destinations plus particulières. Mais avec les chiffres que tu as notés, très clairement, la question du tourisme et du tourisme durable plus généralement passe par une réflexion de notre mobilité et qui va avoir un effet sur tout le reste, peut-être les durées de séjour, peut-être les périodes d'arrivée, etc. etc. Mais clairement, c'est quelque chose qui nous paraît le plus important, notamment parce qu'il peut permettre de redéfinir aussi l'expérience touristique et ne plus définir le début de ton voyage, de tes vacances, comme le point, comme étant l'arrivée à la destination, mais plutôt comme étant le départ réellement de chez toi et vivre, entre guillemets, une aventure dès que tu quittes ta maison. Alors après, ça sera facile à dire quand on va parler à des familles avec plusieurs enfants et ce genre de choses-là. Forcément, ce n'est pas exactement le même état d'esprit. Ceci dit, ça reste pertinent rien que dans les chiffres. Une petite précision, si je peux me permettre, sur ce que tu as dit aussi sur le bilan carbone, quelque chose qui est intéressant et sur lequel je pense Eric reviendra notamment sur la question des ascenseurs valléens, c'est dans ce bilan carbone-là, on se rend compte que certes, les vacanciers français ont un impact dans cette mobilité-là, mais il y a aussi deux postes qui sont plus importants en termes d'émissions, qui sont la mobilité des locaux, pour 37%, je crois, si mes souvenirs sont bons, et la mobilité des vacanciers étrangers. Donc, il y a aussi un réel enjeu à se poser la question, et notamment la clientèle européenne et plus loin, de dire on veut pouvoir peut-être inviter ces gens à continuer à venir visiter notre pays et contribuer à l'économie de cette façon-là. C'est peut-être notre responsabilité de leur mettre à disposition des moyens qui feront baisser leur impact sur l'environnement dans lequel on les accueille aussi, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la question du report modal, qui est très important. C'est comment on fait passer d'un mode de transport à un autre les visiteurs. Et forcément, dans ce cadre-là, il y a un travail à faire, à travailler avec plein de parties prenantes différentes. Et c'est vraiment une vraie difficulté. Moi, actuellement, je travaille sur une étude avec l'ADEME sur des scénarios de transition de l'aérien à horizon 2050. Et donc, comment on fait aussi ce travail de report modal et pas simplement de dire c'est bon, on aura de la technologie nickel, verte, hyper green, neutre en carbone d'ici 2040, vous inquiétez pas, ce qui n'est pas une réalité. Et donc, il faut voir qu'on joue sur les différents leviers, quoi. Et donc, le train, là, en France en tout cas, parce que le TGV, il est électrique, donc bas carbone, car nucléaire, on va dire, en France, est une opportunité sur laquelle, en fait, on peut se saisir. Donc, c'est ça sur laquelle on peut imaginer, quoi. Ouais, complètement, oui. Et puis, je suis assez d'accord avec toi quand on parle de mobilité, mais ça va bien plus loin. Tout simplement, nous, un des constats qu'on partage avec nos collègues de Pau Europe, donc on est présent dans 9 pays. C'est aussi pour ça que c'est intéressant cette question du ferroviaire, parce que ça permet de connecter des pays autour de l'arc alpin, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Il y a vraiment un lien culturel, une équation culturelle entre la voiture thermique, ou en tout cas la voiture en général, et le sentiment de liberté. Et quand on pense aux vacances, tout de suite, on va vers cette culture de la liberté aussi. Ce qui fait que ce n'est pas juste une question, en effet, de mettre plus de trains ou de mettre plus de bus ou quoi que ce soit. Il y a un réel effort en termes d'attractivité, de gratification, de fréquence pour faire ce changement, moi, j'ose le dire, culturel vers l'utilisation d'un autre moyen de transport que la voiture, quoi. Ok. Eric, on parle expérience client, on parle intermodalité, on parle climat. Tu es d'accord avec ces trois sujets par rapport à l'intérêt du train pour venir en montagne? Est-ce qu'il y a d'autres sujets centraux? Avec toi, ton expérience en plus aux Arcs avec Bourg-Saint-Maurice, c'est quoi le cœur du sujet aujourd'hui par rapport à tout ça? Le cœur du sujet pour moi, c'est d'arriver à prendre en compte les nécessaires évolutions, parce que les problèmes de développement durable aujourd'hui, ils sont criants, ils sont identifiés comme une réalité. Et si la question du transport est une donnée importante, il y a aussi tout le travail sur l'isolation des bâtiments dans les territoires pour les économies d'énergie. Mais si je reprends le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le train, c'est un sujet sur lequel on va parler, sachant qu'il n'y a pas de grand plan de train pour emmener les clients jusqu'en station. Si je peux prendre la main sur le partage d'écran. Tu peux, moi, j'ai pas le… Hop. C'est toi le chef. Voilà. Là, vous avez le plan Avenir Montagne. Oui.
qui est sorti il y a 3 semaines, un mois. Voilà. Donc, vous avez en vert les seuls aspects où il est question du premier au dernier kilomètre. C'est un sujet important en montagne. Je vous mets au défi de trouver le terme train ou ferroviaire dans ce document, qui est le document officiel donné par le ministère. Par l'État. Donc, les services gouvernementaux. Il n'est question que d'ascenseurs valéens. La création des ascenseurs valéens est un enjeu majeur. Or, si les clients viennent majoritairement en voiture, les visiteurs viennent en voiture, ils vont les laisser où leur voiture? Et est-ce donc, que pour les gens qui ne savent pas peut-être autour de l'écran, c'est quoi un ascenseur valéen exactement? un ascenseur valéen, c'est simplement une nouvelle manière de parler de remontée mécanique. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va permettre d'aller du fond de vallée en haut. Et une des confusions majeures qu'il y a chez nous, c'est de prendre l'exemple très classique de la Suisse, de nos voisins suisses ou autrichiens, en oubliant un petit phénomène, mais vraiment ridicule. Nous, les hébergements sont en haut. C'est-à-dire qu'en fait, les ascenseurs valéens chez eux servent pour accéder au domaine skiable. Chez nous, ils servent aussi et surtout à accéder à la destination et à l'hébergement pour les séjournants. C'est-à-dire que si l'ascenseur valéen a un intérêt pour le ski, pour les pratiquants d'activités de neige, ski et snowboard à la journée pour les excursionnistes, c'est le cas typique de l'ascenseur valéen à Aurel. Pour ce qui est du Funiflen qui vient d'ouvrir, qui est sur un périmètre de 62 000 lits, parce que ça, il faut avoir les chiffres à l'esprit. À tel le parking prévu en bas du Funiflen, il est de 800 places. Ce parking de 800 places aujourd'hui, c'est une scierie. C'est-à-dire que le Funiflen fonctionne, mais il n'y a pas de parking autour. À Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, depuis 1989, il y a un parking de 620 places pour une station de 45 000 lits. Donc, soit tout le monde vient par le train, ce qui n'est pas le cas, soit les gens, forcément, les visiteurs, montent jusqu'en haut en voiture. Et pour avoir géré des samedis d'arrivée en hiver pendant plusieurs saisons, ils montent majoritairement en voiture. Je ne parlerai même pas des horaires du funiculaire de Bourg-Saint-Maurice, puisque même les samedis en saison hivernale, ils s'arrêtent à 21h, alors qu'il y a 2 TGV qui arrivent de Paris après 21h. Donc, en t'écoutant, aujourd'hui, les ascenseurs valéens, c'est pas une solution parce qu'en fait, parce qu'on a un problème structurel général qui sont que les lits sont en haut et donc de toute manière, il va falloir y monter et il n'y a pas assez de parking en bas et en plus, c'est pas connecté forcément au train aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de problématiques. Donc, on met presque la charrue avant les bœufs, où il aurait fallu déjà repenser beaucoup plus d'autres choses plus structurelles qui sont la question de la position des lits en montagne, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, et de la question de l'interconnectivité. Donc là, on nous dit dans le chat, ascenseur valéen égale plutôt solution pour le ski journée. Donc plutôt pour les non-résidents. Ski journée et saisonnier. Parce que ça a un intérêt pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se loger en station et ils sont obligés de loger en bas. Là, il y a d'autres problématiques qui interviennent, mais c'est ce qui a été constaté sur le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice pendant des années. Ça sert principalement à ceux qui vont travailler en station et qui redescendent le soir. C'est un pendulaire, c'est un vulgaire bus, c'est un métro. Même si on prend les projets ou les produits qui existent, vous prenez l'ascenseur valéen qui est entre Almont et Aux-en-Oisans, il a une capacité de 217 places de parking véhicules légers, 17 places de bus. En communication, il a remplacé 1000 véhicules jour. Et dans l'enquête publique, il annonçait qu'au plus important de la charge, ils avaient été mesurés à 7000 véhicules jour. Donc, il y a un delta. Et une fois que vous êtes à Almont, il faut aller à Grenoble. Et là, il n'y a pas de ligne de train. C'est-à-dire que aujourd'hui, parler des ascenseurs valéens et comme le projet qu'il y a entre M et La Plagne, un projet à 100 millions d'euros, donc 4,5 millions uniquement pour un projet de parking de 400 places pour la plus grosse station du monde, 400 places pour 67 000 lits, il y a un moment, il nous manque quelque chose. Là, ce n'est pas des trous dans la raquette, c'est qu'il nous manque soit des places de parking, soit d'une stratégie train qui, pour l'instant, au niveau de l'État, n'est pas portée. Voilà, ouais. Donc, faire venir les clients en train. Alors,
Il y a la Tarentaise, mais il y a aussi, pareil pour la vallée de l'Arve. C'est un vrai souci. Je vais donner la parole à Philippe un peu par rapport à cette vision européenne, parce que toi, tu as la vision, on a parlé un peu d'autres pays comme en Autriche ou comme dans d'autres pays où ouais, la structure même des stations n'est pas la même. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque quand on va en Autriche. Bah, on prend le câble d'en bas, de la vallée directement, et il n'y a pas de station plus haut. On arrive et en haut, directement, on est après sur les pistes ou sur les sentiers de randonnée et on va aller se balader. C'est une structure qui est complètement différente. Ça, tu le perçois, vous, par rapport aussi à la facilité peut-être d'incarner cette question de la mobilité douce dans des stations qui sont peut-être plus dans les Alpes de l'Est, on va dire, de côté autrichien, Sud-Tyrol ou même en Suisse? Alors, ouais, ok. Merci pour la parole. Alors, selon moi, il y a plusieurs choses concernant ça, parce que en France, vous avez la chance que ça appartient au réseau du transport public. Ce n'est pas le cas en Autriche. C'est des entreprises privées qui les construisent et qui les gèrent à la fin. Et ça peut très vite interférer avec les intérêts pour l'environnement, parce que c'était dans la nature, dans les montagnes, et ça amène toujours des touristes qui créent des déchets et l'énergie pour le faire fonctionner, c'est souvent pas renouvelable. Alors, concernant la structure, je pense avec l'intérêt capitaliste derrière ça, ça peut être mieux lié peut-être à la gare qu'en France, mais le système, la structure en France est plus désirable pour le développement d'un avenir, selon moi, parce qu'à la fin, on va remplir le trou entre l'ascenseur Valais et Valéen, merci, et le train. Mais qui est en fond derrière ça, c'est plus important selon moi. Et ça marche mieux en France qu'en Autriche. Potentiellement. Si Potentiellement, exactement. Thomas, justement, en Isère, comment vous, au niveau d'Isère Attractivité, vous prenez ce sujet-là? Parce qu'il y a les craintes que présentait Eric par rapport à cette question. On dit, ouais, mais attends, on met un peu le truc là, alors que c'est pas très logique par rapport à la fois à un enjeu d'intermodalité lié au train, à la fois lié au nombre de places de parking, des lits qui sont en haut, et forcément, on veut aussi monter. C'est quoi votre regard au sein de Isère Attractivité sur ça? C'est un vrai avenir, mais il y a d'autres choses à raccrocher après. Comment tu vois tout ça? Nous, on a la chance, en fait, le département de l'Isère, d'avoir mis en place des lignes transaltitude et ski ligne. Et donc, cette question de finalement relier la gare aux stations, aujourd'hui, c'est possible. Et on a un vrai travail avec nos collègues de mobilité pour justement aussi avoir des fréquences plus importantes et plus adaptées finalement à ce que demandent les touristes, avec des offres qui sont combinées. Les horaires sont prévus pour que les correspondances se fassent correspondance. C'est vraiment pensé pour que les gens, par exemple, de Paris puissent arriver en station depuis Grenoble. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas tant un problème d'offre, c'est un problème d'information et un problème aussi de système de réservation et de paiement. On se rend compte que quand on utilise des systèmes de transport différents, déjà, il faut connaître l'offre qu'on a à disposition. Et ensuite, il faut disposer des moyens finalement pour arriver à avoir le billet de bus ou de train et arriver jusqu'en destination. Et ça doit être encore plus vrai. On parlait d'Europe. Déjà en France, quand on change de région, c'est extrêmement compliqué. Imaginez quand on change de pays. Donc ça, c'est aussi un vrai enjeu pour nous de simplifier ces systèmes de réservation et de paiement et d'accès à l'information. De manière assez basique,
on pourrait se dire que ce que dit Eric, en gros, ça coûte quand même des millions d'euros de faire des ascenseurs valéens. On pourrait déjà s'appuyer sur le travail qui existe avec les lignes pour monter en altitude. Et limite, l'argent qui est dépensé pour faire du câble, le mettre une partie dans une meilleure lisibilité et visibilité de l'offre existante pour accrocher ces gares avec de la mobilité existante pour monter en station par la route au final. Et ça fonctionnerait de manière assez efficace et on travaillerait beaucoup plus sur une réduction du bilan d'émissions de gaz à effet de serre de cette manière-là, plutôt que de mettre un ascenseur valéen où tout le monde va venir en bagnole et essayer de se garer en bas pour monter là-haut de manière un peu bête et méchant. On pourrait dire qu'il y aurait une logique comme ça. Non, Antoine, si je dis ça, c'est con ou c'est plutôt logique? Alors déjà, je ne me permettrai pas voilà, d'avoir ça. C'est des avis qui s'expriment aussi, puis on verra qui a raison, je pense, dans quelques années. Moi, pour reprendre ce que disait Eric aussi, ouais, l'ascenseur valéen, en fait, ça peut être un outil incroyable s'il est super bien connecté à toute une mobilité qui va beaucoup plus loin que le bas de la vallée, quoi. On parlait des tailles de parking et de ce genre de choses-là. Et clairement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc oui, on peut se poser la question de savoir dans quel sens, dans quel ordre peuvent être faits les investissements. Peut-être aussi, on espère que l'ordre qui a été choisi pour l'instant va faire appel d'air et qu'il entraînera d'autres changements, puisque vu les chiffres et les montants qui sont investis, on espère que les gens veulent les faire tourner le plus possible, les remplir le plus possible, qu'il y ait un rendement important là-dessus. Donc peut-être que ça fera appel d'air dans ce sens-là. De l'autre côté, je suis assez d'accord aussi avec ce que dit Thomas sur la difficulté d'avoir une offre, en fait, d'une tarification assez lissée pour que tu puisses avoir un transport multimodal qui soit, on va dire, entre guillemets, confortable. Et c'est une des choses que nous, on essaie de porter avec l'ASSO. En fait, on a rencontré notamment une start-up qui s'appelle Lyco et LYKO, qui sont des Lyonnais et qui, en fait, ont mis au point une technologie qui permet de rassembler plusieurs tarifications de différents transports multimodaux à partir du moment où on peut faire une réservation en ligne sur un seul billet d'achat. Ce qui veut dire qu'eux, ils ont un algorithme qui va faire l'agrégation des informations, qui va proposer une tarification unique et tarification qui est couplable à d'autres services qui peuvent être en ligne sur une destination. Donc, on peut penser par exemple à avoir soit de l'hébergement, soit du forfait, soit de la location d'équipement quand on est comme ça. Et pour le coup, nous, c'est des projets qu'on développe et c'est vrai que c'est difficile à mettre en place parce que quand tu parles à un tour opérateur, par exemple, ce n'est pas sa compétence forcément le transport. Et il y a toujours la question de si le train est en retard, les clients, ils vont se plaindre à qui, c'est de la responsabilité de qui, etc. etc. Donc, en fait, ouais, il y a un pas à faire dans ce sens-là qui dira que l'enjeu sera de connecter vraiment tous ces systèmes-là, que ça soit dans la tarification, que ça soit dans la recherche d'informations. Il y a des gens comme Tic Tac Trip qui le font déjà très bien à ce niveau-là aussi. Et on peut encore aller avec des étapes plus loin avec une réservation unique et multimodale. Écoutez, moi, je lance un appel là, notamment. Nous, on cherche des gens avec qui bosser là-dessus. On arrive un peu à trouver des financements et on est très, très enthousiaste à l'idée d'avancer. Simplement, par exemple, une association comme la nôtre ne peut pas incarner cette chose-là parce que moi, je ne suis pas non plus un opérateur de transport, quoi. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là, c'est de la prise de décision de qui doit prendre le risque d'enfin intégrer la mobilité dans son service qui, selon ma petite expérience, pose aussi question, quoi. Ok. Non, je comprends bien. C'est marrant parce que nous, avec ID Tourisme, on mène une mission aussi du côté du Cantal. Et le Cantal, c'est aussi une des seules, il y a une des seules stations en France qui est aussi connectée avec le train, qui est le Lioran. Et en gros, tu as une ligne de TER en fait, qui fait Clermont-Ferrand, le Lioran. Et donc, tu peux arriver directement en station. Et donc là, ils ont remis à plat leur master plan. Et au départ, la station, en fait, n'avait même pas intégré dans le master plan la logique du train qui arrivait dans la station, en disant, mais ça, c'est pas un enjeu, quoi. Alors que quand nous, on travaille avec cette vision un peu de prospective et de réflexion autour de la révolution un peu de la mobilité qui va arriver, on se dit, mais c'est fou de ne pas intégrer ça. Et pour autant, c'est un potentiel vrai avantage aujourd'hui parce qu'à côté de ça, on est en train de construire des ascenseurs valéens pour justement connecter à
un parking aujourd'hui, et peut-être demain, comme tu dis, l'appel d'air, j'espère, ça pourrait être intéressant de se dire, bon, à un moment donné, bon là, ouais, le parking il est blindé, il y a peut-être une solution de réfléchir à une vraie intermodalité et à créer un hub en bas et donc de créer le truc. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de mettre peut-être un peu la charrue avant les bœufs. Léo, dans le chat, il pose une question et je vous la pose un peu à tout le monde. C'est finalement, comme la multimodalité n'est que faiblement développée autour des projets d'ascenseurs valléens, actuels et futurs, ne sont-ils pas des outils de communication mobilité douce ou mobilité bas carbone pour les élus? Eric, t'en penses quoi? Pourquoi on fait ça aujourd'hui si… Alors, je pense que ce n'est pas que pour les élus, c'est aussi parce que les domaines skiables ont un gros discours sur l'aspect environnemental. Oui. Enfin, et encore, ça fait depuis 2007, ils bossent dessus. Hein. Oui, c'est un élément de communication qui est fort. Et je vais revenir à ce que tu évoquais précédemment, c'est-à-dire que si on ne travaille pas, si on ne fait pas les liens entre l'accès au train, l'intermodalité, les services qui vont avec, parce que ça sous-entend que s'il y a un ascenseur valléen ou des services multiples autour, il faut qu'ils fonctionnent quasiment H24, ce qui n'est pas le cas. Moi, je m'étais battu pendant des années pour gagner une demi-heure d'ouverture du funiculaire de Bourg-Saint-Maurice supplémentaire. J'ai gagné royalement de 20h30 à 21h. C'était l'apothéose. Sur aujourd'hui Luchon, Super-Bannière, vous avez un projet de réfection des œufs. Alors, ils vont démonter les œufs, ils vont mettre un ascenseur valléen. C'est magique. Ouais. Parce que maintenant, il n'y a plus que de l'ascenseur valléen. Et là-haut, c'est une autre version, c'est-à-dire que le parking de 800 places, il est en haut. Parce qu'en fait, il y a un parking qui permet aux personnes d'aller jusqu'à Super-Bannière en voiture. C'est-à-dire que s'ils changent leur remontée mécanique, leur ascenseur valléen, et qu'ils ne suppriment pas le parking en haut, aucun intérêt. Donc oui, c'est un outil de communication. Et l'outil de communication, là où je trouve qu'il est un petit peu tordu, c'est quand on essaye d'évoquer la nécessité de mettre un ascenseur valléen par rapport à la pollution générée par les visiteurs, mais on n'a pas les places de parking suffisantes pour absorber les véhicules en bas. Entre parenthèses, on n'explique pas non plus comment on va limiter l'accès en véhicule thermique en haut. Hein. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, même si ça défrise certaines personnes, il serait plus pertinent d'investir dans des bornes de recharge électriques dans les stations. Puisqu'en plus, la clientèle qui va venir en station de sport d'hiver va plutôt être celle qui va être une des premières à avoir des véhicules hybrides. Ou même une borne en bas, on peut mettre une borne en bas avant de monter si on veut limiter, enfin, c'est possible. Mais aujourd'hui, dire que c'est pour diminuer la pollution en altitude générée par la venue des visiteurs, alors qu'on construit des ascenseurs valléens qui servent principalement aux saisonniers et aux résidents, parce que la part des clients qui utilisent ces ascenseurs, elle est vraiment minime. Et là, indépendamment de l'intérêt de l'ascenseur, mais s'il n'y a pas le plan train avant, c'est peanuts. Mais c'est intéressant parce que ce que je me dis, c'est si tu continues à avoir des parkings en haut, mais que la route, en gros, pour monter, elle est gratos, pourquoi tu lâcherais ta bagnole en bas pour prendre un ascenseur valléen qui est payant pour arriver en haut? C'est quoi ton avantage alors que tu peux prendre la route? Ok, ça te prend un peu plus de temps, mais c'est gratos. Et en haut, tu vas poser ta bagnole. Donc au final, la concurrence, elle est un peu déloyale en faveur de la bagnole. Sauf si derrière tu contrains. Et d'ailleurs, je reviens vers Philippe, mais mon expérience en Autriche, c'est qu'il y a quand même pas mal de routes payantes en montagne. Ça veut dire qu'en gros, il y a une forme de… si tu montes en bagnole, tu payes un péage. Et si tu montes avec le câble, tu payes le câble. Mais c'est un choix après de savoir ce que tu préfères. C'est une réalité, ça, dans d'autres pays européens, Philippe. Oui, là… je suis pas super bien en courant parce que je suis allemand et j'étais pas souvent en Autriche. Et on peut pas aller en voiture encore. Ouais, non, c'est certainement une chose qu'on doit montrer aux clientèles que ça a un intérêt de venir en transport public avec les ascenseurs Valais. Et ça, c'est avec des choses montre le bénéfice qu'on a au niveau individuel.
par exemple, le voyage, comme c'était déjà mentionné avant, le voyage devient déjà une aventure. Le panorama qu'on a avec un ascenseur, on ne va le jamais avoir avec une voiture. Et aussi le confort qu'on a quand on est en transport public, on ne va jamais avoir quand on a la voiture. Et on doit montrer et communiquer ces avantages auprès de la clientèle. Sinon, ils comprennent rarement le côté positif qu'il y a. Et d'ailleurs, dans les autres pays, Eric parlait de services, l'importance des services qui vont être proposés aussi comme alternative. Est-ce que, que ce soit Antoine, Philippe, Thomas, Eric, vous avez des exemples en fait qui montrent que dans d'autres coins, on a innové justement pour proposer des services sur lesquels on pourrait peut-être les importer demain chez nous parce que c'est des choses intéressantes à développer? Alors, une station quand même emblématique, c'est Zermatt. Hein. Ouais. La Zermatt, ça fait quand même un bon moment. Ah, je suis désolé. Les fans, ça. Je suis perturbé. Excusez-moi. Zermatt, ils ont un accès en ascenseur valléen depuis le début. Ouais. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que nous, on a des stations qui sont les troisième génération qui ont été conçues pour être des stations certaines sans voiture. Les arcs se sont vendus comme ça, par exemple, parce que les voitures sont de l'autre côté, les bâtiments et vous avez le front de neige. Et aujourd'hui, en fait, le sans voiture, on se rend compte qu'on aimerait bien l'avoir, mais que tout ce qui est en amont, c'est-à-dire comment le client va pouvoir aller jusqu'à son hébergement, on ne l'a pas. Et anecdote très rapide, racontée par un intervenant de Val d'Isère qui était allé à Zermatt au mois d'octobre dans les années 90. Il était allé avec des hôteliers à Valin pour voir comment ça se passait à Zermatt. Les hôteliers à Valin en 1990, avant, donc Albertville 92, avaient trouvé que laisser sa voiture en bas pour accéder par un petit train, ce n'était pas terrible, qu'on ne pouvait pas accéder à l'hôtel directement en voiture, ce n'était pas un service top pour le client, et qu'en plus, le tarif de l'hôtel 3 étoiles n'était pas assez cher. Et l'hôtelier de Zermatt avait dit « Oh, mais nous, ça va très bien, on travaille 11 mois sur 12. » Parce que dans ces aspects-là, la question de la saisonnalité rentre aussi en ligne de compte, c'est que l'on mette un programme train ou des ascenseurs valléens, puisqu'aujourd'hui, dans le même temps, on nous parle d'un tourisme 4 saisons ou qui voudrait aller vers ça, ça veut dire qu'il va falloir avoir sur l'ensemble de la chaîne de transport et régulièrement le service qui correspond à ce qu'on veut mettre en place. Bah oui, clairement. Antoine, Thomas, Philippe, vous voulez réagir par rapport à ça? Rapidement, on va reprendre l'exemple de nos amis suisses, mais il y en a d'autres. C'est des trucs tout bêtes. On parlait là parce qu'on parle montagne, on était sur l'hiver, mais on peut penser à l'été avec les vélos. C'est vrai que l'aménagement des wagons, des fois, n'est pas forcément très incitatif pour prendre autre chose qu'un petit sac pour pouvoir se balader. Et on a pu faire, nous, dans un film, on montrait que en Suisse, tu avais les casiers à snowboard, les casiers à ski dans certains trains. Et ce qui peut poser question aussi de savoir quel roulement il y a des trains. Est-ce que nous, on doit avoir des trains spécifiques en montagne? Est-ce que les wagons ils ne sont pas dispatchés au niveau de la région? Et à ce moment-là, ça pose la question de l'ouverture à la concurrence aussi. Et nous, c'est un peu quelque chose par lequel on a été surpris, c'est notamment au niveau de RICOOP et comment la montagne pourrait se servir de cette initiative qui est RICOOP, qui est donc une coopérative citoyenne ferroviaire pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, dont vous pouvez devenir sociétaire aussi, comme nous on l'a fait, et qui permet en fait d'ouvrir de nouvelles lignes en complément et non pas en concurrence à la SNCF. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a la possibilité de développer entre guillemets le train que le territoire veut. Et techniquement, le train territorial dans nos montagnes, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes, qui ne ressemblera peut-être pas au train qu'on aura dans la Creuse, qui ne ressemblera peut-être pas non plus au train qu'on a dans l'Île-de-France. Et en travaillant, en essayant de travailler des fois avec les opérateurs, on va dire historiques, on se rend compte que apporter de la spécificité, c'est compliqué parce qu'eux, ils gèrent aussi des réseaux à une échelle peut-être plus large que nos territoires à nous. Et historiquement aussi, c'est peut-être installer un climat où
on parlait tout à l'heure des enjeux où les gestionnaires de territoire ont l'impression qu'ils ne peuvent plus parler en fait, ou à la SNCF, ou que ça ne marche pas parce qu'ils ont vu les services s'amenuiser au fur et à mesure. Et nous, dans notre expérience, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Il y a vraiment en fait une sorte de rumeur qui court comme quoi les territoires ne partent pas à la SNCF ou la SNCF ne part pas au territoire. Et au final, tu te rends compte que quand tu crées l'occasion, les gens finalement se parlent et arrivent à faire des actions qui fonctionnent, notamment en Occitanie. Il y a des choses très très bien qui se sont mises en place. En Rhône-Alpes, il y a la carte SNCF, TER, Illico et Illico Jeunes qui viennent de sortir, qui permettent d'avoir des tarifications en semaine à moins 25% et moins 50% le week-end. Moi, je trouve ça toujours assez frappant de voir que les territoires eux-mêmes ne font pas la promotion de ces choses-là, parce que si on touche à un autre sujet, par exemple les jeunes, si tu fais la promotion d'un service qui te donne la possibilité de venir en montagne à moins 50% tous les week-ends, d'un coup, ça commence à devenir attractif, comme en parlait Philippe. Pour l'instant, et comme vous en parliez pour le choix entre la route qui est gratuite et mon ascenseur Valais, en effet, tant que prendre le transport en commun, c'est simplement la seule gratification que tu en retires, c'est de savoir que tu as fait le bon choix, mais ça t'a coûté plus cher et ça t'a pris plus de temps. Et le consommateur et la consommatrice qui se cachent en chacun de nous a tendance à aller vers la solution qui lui coûtera moins cher, quoi. Donc, au niveau des inspirations, on peut peut-être aller chercher de ce côté-là. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, dans notre débat, on parle logiquement de la montagne, donc on imagine l'hiver, mais il n'y a pas que ça. Et nous, on travaille sur un projet là, sur la ligne de TER entre Gap et Grenoble, ou entre Grenoble et Gap, qui est quand même très connu, et c'est une réflexion sur les opportunités économiques et touristiques de cette ligne, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment derrière, à partir de différentes gares, on peut imaginer des connexions vers la montagne et sur des activités, et de faire en sorte que les gares demain soient des hubs, de la conciergerie, pour aller en montagne et aller faire du VTT AE, de la rando, et que limite on ait une douche quand on revient, ou on peut aller boire un verre, enfin qu'on ait une vraie réflexion autour de ces sujets. Et c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, nous, dans notre étude, la SNCF est impliquée, SNCF Réseau est impliquée dans l'étude, donc ils existent ces gens-là. Donc on peut arriver à reconnecter un peu les parties prenantes, les offices de tourisme, les communautés de communes, Isère Attractivité qui est aussi dans la boucle de cette étude, et c'est assez intéressant, et on ne parle pas que de l'hiver, et on parle vraiment toute l'année. Eric, sur ce que disait Antoine, sur l'Occitanie, tu as un regard, sinon après on peut demander aussi à Sophie. J'ai vu que Sarah de l'Hôtel de Trièves était là. Donc, l'Occitanie, effectivement, il y a des choses qui sont lancées, mais que ce soit pour l'été ou l'hiver, une fois qu'on a essayé de faire le bilan sur le nombre de trains, sur le rythme de trains, et puis quand Antoine évoquait l'appareillage nécessaire pour les vélos ou pour les valises, c'est tout bête, mais oui, si on est sur de l'excursionniste, il faut que le mouvement pendulaire dans la journée il puisse se faire simplement. Et celui qui va être un séjournant, il ne faut pas oublier le service qui va avec, parce que le séjournant, il vient, il a ses valises. Et si on sort même de ces territoires-là, je vous rappelle que pour ceux d'entre vous qui sont parfois allés sur des destinations lointaines et qui sont montés dans le TGV à Charles de Gaulle, je suis à peu près sûr qu'on a tous eu l'expérience où on avait le wagon TGV qui était farci de valises à l'entrée parce que les TGV n'étaient pas adaptés pour récupérer les valises. Et à part ça, il paraît, hein, mais si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous, il paraît qu'on est la première destination touristique mondiale. C'est-à-dire qu'on est gabarisé pour accueillir des gens du monde entier. C'est merveilleux. Je peux donner la parole à Jean-Baptiste Lemoine, que je viens de voir se connecter. Non, je déconne. Tu peux, hein, mais… Non, mais on le sait. On le sait. Oui, mais si on n'a pas déjà, sur le train en général, et moi qui vis une partie du temps à Grenoble et qui enseigne à Toulouse, j'essaie d'avoir un bilan carbone le moins défavorable, donc je prends le train. Ça tourne au sketch souvent. Ça prend un peu de temps. Non, mais la question du temps, on peut accepter le slow tourisme et le slow job, il n'y a pas de problème. La question, c'est quels sont les outils qui sont mis en œuvre. Ils ont fait des efforts on a des prises pour recharger nos téléphones, maintenant il y a du Wi-Fi dans les trains. OK, mais on est sur des trains qui ne sont pas adaptés au tourisme. Et les trains de nuit dont on n'a pas parlé, on est dans un moment extrêmement intéressant puisqu'on a commencé d'arrêter les trains de nuit en 2016 et là, d'un seul coup, on est en train de redécouvrir qu'ils ont un intérêt. C'est quand même, on est dans un temps absolument magique. C'était pas rentable, c'était pas bien, c'était pourri, c'était ringard.
Hop, après, vous mettez 2-3 reportages qui passent au journal de 20 heures, comme les Autrichiens, les Suisses. Mon Dieu, mais c'est super. Mais mais donc, ce qu'on a fermé, on va les remettre. C'est vrai que c'est intéressant parce que le rapport Spinetta de 2018 expliquait que, limite, il faut tout fermer, il faut garder les quelques TGV qui tournent et le reste, on arrête, c'est fini, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a un tournant parce qu'on commence à revaloriser ça. Là, juste le message qui a été lancé de la startup Midnight Trains en disant on va avoir des nouveaux trains de nuit hyper classe, hyper beaux et tout. Et tout le monde dit ah, c'est trop bien, c'est super, c'est génial, c'est une superbe transition. Tu sens qu'on récupère ce côté un peu sexy potentiel. Mais pour autant, comme tu dis, et ce que je comprends, c'est qu'au-delà de nos sujets train, montagne, ascenseur valléen et autres, c'est qu'il faut qu'on ait une vraie ambition train en France qui soit portée sur lequel à partir de ça. Donc, mais le travail qu'on mène sur ces web cafés, l'objectif, c'est aussi de mettre un peu une forme de pression et de lobbying pour dire on a besoin absolument de ça pour justement traduire ça après sur nos territoires en matière de bas carbone, d'expérience client, de tout ce que vous voulez, mais sans un bon train et un bon réseau efficace, on n'arrivera pas forcément. Et on est quand même un peu dépendant de ça. Juste une petite remarque, on a quand même un petit peu de marge parce que les anciennes voies ferroviaires qui ont été désaffectées pour mettre des drésines dessus. On va pas remettre des trains dessus. On va continuer d'avoir ce fonctionnement touristique slow qui va maintenir parce que un plan train aujourd'hui nécessite une volonté de l'État très forte. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avec l'Eurostar alors que la SNCF est majoritaire à 55% de la société Eurostar. Mais c'est une vraie aussi politique d'État qui doit accompagner les territoires, au-delà d'un plan avenir tourisme qui est quand même avec plus de trous dans la raquette que de cordage. Je donne la parole un peu à tout le monde, si vous voulez réagir. Si Sophie, tu veux dire quelque chose en Occitanie par rapport à ce qui est fait, parce qu'il y a pas mal d'initiatives intéressantes qui sont valorisées avec les TER à 1 euro. Quel est votre regard, vous, en Occitanie, par exemple, par rapport à la montagne et comment connecte le train et la montagne et les Pyrénées ou le Massif central? C'est quoi votre regard chez vous? On essaie d'avoir un regard surtout élargi parce qu'il y a beaucoup de façons de prendre le sujet en fait. Et il y a la question de service effectivement, il y a la question de service et il y a la question de production en fait, de distribution en quelque sorte des destinations de montagne. Et c'est vrai qu'en fait on a eu, alors c'est des petits éléments comme ça, hein, on n'a pas de on n'a aucune leçon à donner. On essaye de faire avancer les choses, on œuvre, on a des petites expériences, mais franchement, à ce jour, voilà, on n'est pas non plus, nous, un territoire qui a résolu la question parce qu'elle est très complexe, elle est très vaste. Et on ne peut pas la résoudre que du point de vue du tourisme tout seul. Donc, ça, c'est complexe. En fait, on a eu des expériences assez heureuses par le passé, avant même la fusion d'ailleurs de la région, de la création d'Occitanie, c'était avec le ski rail. Le ski rail qui permettait effectivement, surtout pour des cibles jeunes qui avaient peu de moyens, de relier à travers le réseau SNCF qui était en bus ou parfois en train, souvent en train et parfois en bus, directement certaines stations. Je pense à Axe, par exemple, ou à Bagnères-de-Luchon. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez intéressant parce que c'était un accès quand même des stations et des pratiques de sport d'hiver pour des jeunes avec des moyens, mais vraiment des tarifs, mais dans lequel c'était très intéressant parce qu'effectivement, il y avait le déplacement et il y avait le forfait. Donc oui, j'ai les prix en tête. Ça, c'était vraiment très bien. Il y a la question, effectivement, que vous évoquez beaucoup, qui est la question du service, comment dire, de l'outillage, en fait. La capacité d'être adapté pour accueillir des gens qui ont des gros bagages, qui ont des skis, qui ont des… Voilà. La capacité d'être adapté pour accueillir dans les trains ou dans les bus des vélos. Ça, on a encore beaucoup de chemin et travail à faire en lien, bien sûr, avec, chez nous, c'est la SNCF et l'IO, hein, c'est l'IO au niveau du transport régional, mais on travaille avec eux, il y a des groupes qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent d'avancer notamment sur la question de l'information. L'information, c'est déjà une chose importante.
c'est de faire savoir aux gens, quand ils regardent sur notre site internet un hôtel, une destination, un circuit à faire, c'est de leur faire savoir qu'en fait, on peut y accéder en transport public, que tel point de séjour ou de départ d'un itinéraire est à moins de X minutes d'une gare. Et que voilà. Et ça, on s'y attache. On a commencé sur ce chantier à travailler avec donc ce groupe de travail sur la mobilité au niveau régional et avec la SNCF et l'IO pour mettre en place dès cet été. On a étendu les fonctionnalités de notre site internet pour pouvoir, dans un certain nombre de fiches d'information sur des offres touristiques. Hein, Jean il l'a présenté sur le dernier. Voilà. Bon. Ça, c'est une chose importante. On sait qu'on doit le faire évoluer parce que Tic Tac Trip, c'est ça, nous a bien montré qu'on pouvait aller encore plus loin et je pense qu'il faut qu'on revoie ça avec eux. Mais voilà, donc il y a la notion de l'information, la notion de la prestation elle-même avec l'équipement en tant que tel, l'adaptation de l'équipement aux pratiques d'aujourd'hui. Il y a la notion de la distribution. Voilà. Donc, nous, on a des petites expériences comme ça. C'est un sujet central pour nous parce qu'en fait, sans avancer là-dessus, on n'avancera pas sur la transition vers le tourisme durable comme on le voudrait. Voilà. Super. Donc, Kevin, tu as mis ta caméra. Tu veux nous dire un mot sur les arcs? On a eu le regard historique de Eric, mais peut-être que toi, plus récemment… Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je peux rebondir sur tout ce qui a été dit. C'est vrai que je souligne effectivement les points que Eric a mentionnés sur la disparition du train de nuit et sur la décision de fermeture de l'Eurostar. On a néanmoins eu un beau geste de la part de Ouigo qui a décidé de maintenir ses lignes jusqu'à Bourg-Saint-Maurice pour l'hiver dernier, malgré le climat qui était assez instable. Donc voilà, à voir comment ça va se traduire les années prochaines. Mais je dirais qu'en plus de la problématique de l'encombrement qu'on peut avoir dans un train avec le matériel de ski ou le matériel été, il y a un petit peu plus de matériel en hiver. Il y a également la problématique du tarif, parce que quand on paye 4 billets, c'est pas pareil que quand on prend une voiture pour… voilà. Et X euros de péage, c'est clair. C'est ça. Oui, c'est certain, quoi. Et… ouais. Et nous, c'est vraiment des questions qu'on essaie de se poser. Voilà. On a une nouvelle municipalité qui est vraiment tournée vers un tourisme éco-responsable et qui va essayer également de plus en plus de proposer l'ascenseur valléen dans la vie de tous les jours pour les gens qui habitent en vallée, qui, comme moi, habitent à Bourg-Saint-Maurice et travaillent aux Arcs. C'est vraiment une question essentielle également. Peut-être que demain, Eric, on aura là-bas un ascenseur qui fonctionne tout 24/24, 7 jours sur 7, en automatique. C'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire. Il y a des logiques d'économie d'échelle, mais si on veut être une destination, et quels que soient les territoires, l'ascenseur, il est forcément un service. Vous imaginez un ascenseur dans une tour de 25 étages, on dirait, ah non, à 2 heures du matin, il est coupé. C'est sûr. Mais en montagne, c'est possible. Oui. Indépendamment de la réglementation spécifique liée aux appareils en montagne. Bien entendu. Il nous reste 1 minute. Qui a un dernier mot à dire, un commentaire à faire? Je suis tout ouvert. Toute prise de parole. Antoine, tu veux parler? Ouais, je voulais juste rebondir sur… on dirait qu'on ne parlait pas de l'Eurostar, mais finalement, je voulais juste rebondir là-dessus et rebondir sur ce qu'Kevin a dit. En effet, il y a eu un geste de Ouigo d'ouvrir les trains et nous, on est en contact notamment avec nos collègues de Pau UK et d'Alien Elkan pour Snow Carbon. Et en fait, ce qu'on apprend à leur expérience, c'est que en fait, ce qui est terrible pour nos amis britanniques, c'est la traversée Gare du Nord à Gare de Lyon. Et que ce qui faisait l'attrait du ski train, c'était vraiment ce trajet direct parce que la traversée de Paris et ses transports en commun par une plaie. Et donc, je trouve que ce cas-là montre bien à quel point il y a une complexité qui va au-delà d'un simple horaire, d'une tarification, tout ça. Il y a vraiment une question de perception. Et nous, on continue d'agir dans ce cadre-là avec l'Eurostar. On espère qu'on aura des nouvelles à vous dire
vous transmettre bientôt. Mais en tout cas, c'est vrai que ça avait été une décision poignante. Mais l'État a la main. Avec 55% détenus par la SNCF, l'État français a la main. Donc, c'est un choix. Bon, Juliette, tu as compris que le prochain invité qu'il faut faire venir, c'est M. Djebari, ministre des Transports qu'on adore et avec qui on pourra échanger sur tous ces sujets. Voilà, et le patron de la SNCF, puisque c'est lui qui est actionnaire. Et le patron de la SNCF. Bon, Juliette, voilà, beau challenge pour la rentrée d'inviter ces deux petites personnalités. Bon, il est 15h01, je vais finir ce web café. Merci à tous pour votre participation. Juliette, je ne sais pas si on a déjà une prochaine date estivale ou à la rentrée. Je te laisse la parole pour conclure. Merci Guillaume, merci aux intervenants et aux participants. Donc les prochains web cafés, ce sera à la rentrée. Donc on en aura un sur les enjeux du voyage intermodal entre le train et le vélo. Ce sera le 2 septembre. Et on en aura un autre sur faire du train une expérience de voyage. Ce sera le 14 septembre. Merci à tous. Très bon après-midi. Et puis, merci pour ces échanges qui étaient vraiment très, très intéressants. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.